Flow, l'actu de demain. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue dans Flow. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent en question le monde actuel et qui proposent quelque chose de nouveau pour repenser le monde de demain. Alors bien évidemment, j'avais très envie de t'inviter sur Flow. Alors Maxime, tu es difficile à définir, je vais dire. Tu es enseignant, tu es conférencier, entrepreneur, tu es auteur. On est en plein dans le lancement de ton nouveau livre Géoconscience. Tu es une personnalité à multiples facettes, c'est comme ça que je t'ai un peu défini, plusieurs casquettes, plusieurs vies. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on parle de toutes tes vies, toutes tes passions, de toutes tes personnalités, de tes engagements, tes combats, et comprendre un petit peu, en fait, où ça converge, pour comprendre un peu quel serait ton message. On a peut-être plusieurs, mais il y en a peut-être un qui prend le pas sur les autres. Donc, je te propose de commencer par le commencement. Maxime, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Alors, je dirais que je suis donc Maxime Blondeau, que j'ai 39 ans, que j'ai 2 petites filles de 4 ans et de 1 an, que je vis en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, que j'ai eu une enfance et une vie d'adulte très mobile. J'ai beaucoup voyagé parce que mes parents voyageaient, puis ensuite ma vie d'adulte, j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc j'ai vécu vraiment un peu partout en France, un peu à l'étranger aussi. En Asie, en Italie, en Amérique du Sud, j'ai eu une vie voyageuse. Et pour autant, j'ai des racines très très rurales, très très paysannes du côté de ma mère, et très très marin, aventurier, aviateur du côté de mon père. Donc j'ai un côté très enraciné, et en même temps un côté très nomade. D'accord. Dans mon extraction familiale, ce que je suis. Et je dis ça parce que c'est en lien avec tout ce que je vais raconter. Ça t'a nourri, quoi. Voilà, je suis le résultat un peu de cette hybridation entre le ciel et la terre de mes parents, quoi. Et je suis donc enseignant, j'enseigne depuis 7 ans à Sciences Po, pardon. Ça s'appelle la programmation du monde. Ouais. Je réfléchis avec mes étudiants sur les interactions entre les choix de techniques qu'on fait, la technologie, et notre perception du monde. La façon dont on programme une interaction avec les territoires et la façon dont les différentes couches, les infrastructures techniques nous programment à leur tour. L'impact mutuel entre l'homme et la technologie. Voilà. Okay. Avec une approche en anthropologie. Donc moi, je suis diplômé d'école de commerce d'abord, master management à l'école de commerce de Reims. Ensuite, j'ai passé les concours de Sciences Po Paris, affaires publiques, plutôt pour me préparer au concours de la haute administration, que je n'ai pas passé. D'accord. Ensuite, je suis allé travailler pendant plusieurs années, plutôt dans le domaine de la rencontre entre la sphère publique et la sphère privée, les chambres de commerce, des cabinets de conseil qui accompagnaient des grandes structures publiques. Bon, je fais ça pendant plusieurs années. Puis j'ai fait un grand voyage en Asie, au Tibet, en Chine, en Italie, à Rome. Et je suis rentré et j'ai fait des études d'anthropologie. 10 ans après la fin de ma première partie d'études, parce que j'ai commencé à développer un regard sur les civilisations. J'avais pris un peu de hauteur sur l'Occident, l'Orient, et c'est parti de là. Et puis, quelques années plus tard, j'ai décidé un peu de lancer mes propres initiatives. Donc, j'ai lancé 2-3 organisations dont on va parler sans doute après. Et puis, depuis 1 an et demi, j'ai commencé à essayer de partager un peu mon regard, mes intuitions, ma sensibilité sur les réseaux sociaux. Ça va faire 2 ans en mai, donc presque 2 ans. Et ça a vraiment beaucoup vibré, beaucoup résonné. Et donc maintenant, je suis un peu identifié aussi comme étant une voix sur les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai vu ça. Voilà, j'ai une communauté qui me suit tous les matins, tous les jours et qui grandit. Ouais, mais bravo, en 2 ans, c'est une belle performance. Ouais, ça a été très très vite, beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Mérité, hein. Ouais. Ça se fait pas tout seul, hein. Ouais, c'est la consistance qui a, je pense, fait une différence, parce que je publie tous les matins à 8h depuis 2 ans.
Vraiment, Et c'est un vrai travail hein, pour te suivre depuis un petit moment. Tu publies pas juste de petites lignes, quoi. Ouais. Tu publies un vrai 3000 travail, une 3000 vraie, caractères tous les matins. 3000 caractères tous les matins. Ouais. Ouais. Mais parfois, je reprends des publications stars un peu quand j'ai pas le temps, parce que Oui, voilà, hop, je prends une de mes meilleures que je remets Oui, on connaît un an tous après. les petites feintes. Voilà. Mais Et non, puis, non, mais c'est un gros travail. Ouais. c'est aussi parce que comme la communauté grandit, je sais pas, entre cette année et l'année dernière, il y a des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas vu ce que j'ai publié il y a un an. C'est vrai, bien sûr. Donc il y a aussi une logique Il faut les repartager, de les repartage. remettre à jour. Ouais. Donc je fais ça, et en fait cette visibilité sur LinkedIn, donc c'est surtout LinkedIn, avec des cartes essentiellement. C'est aussi très visuel, quoi. Ouais, il y a un travail d'articulation entre l'image et le texte. Bon, c'est lié à tout mon travail sur la cosmographie, on va y revenir, mais sur les systèmes graphiques et la façon de faire passer des idées par les systèmes graphiques. Et ça vient pour info, ça, les gens ne le savent pas trop, mais j'ai commencé à publier des choses sur LinkedIn après avoir fait 6 mois de formation à la bande dessinée. Donc en gros, avec mon CPF, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais me faire une formation à la bande dessinée, mais en tant qu'auteur. Ouais, c'est ça. Pas dessinateur, je sais pas bien dessiner du tout. Chacun Par son contre, truc. j'adore la BD, et du coup, je me suis dit, je vais je vais faire 6 mois de formation dans une école de BD parisienne qui s'appelle le Cézanne, pour apprendre à raconter des histoires en tant qu'auteur de BD. Génial. Et je pense que ça a joué un rôle majeur dans la façon dont j'ai commencé à articuler l'image et le texte, sans m'en rendre compte, inconsciemment, sur LinkedIn. Et donc il y a un peu de ça en effet, c'est ce rapport image-texte, donc des cartes, mais aussi beaucoup de vues satellites, de photos de drones, d'infographies parfois. Ouais. En fait, c'est des représentations de territoire, systématiquement, mais il n'y a pas que la carte, donc souvent carte quand même. J'ai fait les comptes là pour mon livre, donc j'ai à peu près 50% de cartes. D'accord. Et le reste, c'est les autres formats. Mais c'est vrai que la carte, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait attiré tout de suite, parce que c'est assez inhabituel, en fait, de voir des superbes cartes sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'était une approche, une accroche, finalement, assez intéressante, et qui interpellait, en fait. Oui, pour moi, la carte, c'est une vibration informationnelle différente, en fait. C'est un langage qui est complexe, qui est synthétique, qui a différents niveaux de lecture, moi, je le considère comme un langage, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes cartes, il y a des mauvaises cartes, des cartes qui font du bien et des cartes qui font du mal. Ouais. Il y a des cartes qui disent la vérité et des cartes qui mentent. C'est un langage. Et c'est un point de départ, parce que tu vois une carte, c'est beau, c'est souvent magnifique. Moi, j'aime bien les belles cartes. Superbe, mais en fait, ça appelle aussi à aller plus loin. Parce que tu la vois, c'est beau, tu en as déjà profité sur les réseaux sociaux, tu pourrais passer, mais tu as envie de savoir en fait ce que raconte cette carte. Et donc tu as envie de justement lire tes 3000 caractères pour savoir en fait quel est le message derrière cette carte. En fait, d'une certaine manière, ce que je fais, je l'ai jamais vraiment vu comme ça, mais ce que je fais, c'est une super légende. Parce que quand on a une carte, la carte, elle a un caractère immersif, on a envie de s'y plonger, et en général, on a besoin d'un petit guide et d'un petit mode d'emploi qui est la légende d'une carte. Et sauf que moi, je fais des légendes très écrites, presque des récits. Mais c'est ça la légende. La légende, c'est un mot, ça veut dire ce qu'on lit, legenda en latin. Ce qu'on lit. Ouais. Et je fais des super légendes, quoi. Ouais. Non, mais puis une carte raconte énormément de choses potentiellement. Ça peut raconter une histoire, ça peut parler de politique, ça peut parler d'écologie. C'est d'ailleurs souvent un des messages qui est transmis dans tes posts. Mais il y a une vraie histoire derrière à raconter. Voilà, donc, et puis j'ai maintenant cette visibilité m'a permis d'aller à la rencontre d'entreprises, d'organisations publiques, privées, des associations. J'ai dû faire 80 conférences là, depuis ma première conférence publique en juin 2022. Ah ouais. Aujourd'hui, j'ai fait 80 conférences. Ah, quand même. À peu près une tous les 10 jours, quoi, sur 2 ans. Donc c'est devenu mon métier principal, en fait, d'aller au contact de différentes organisations. Et donc j'ai associé ça à maintenant une société de conseil et de formation, parce que parfois, après une intervention, on me demande d'aller plus loin, d'aller accompagner les collaborateurs ou d'entrer dans une démarche de transformation. Donc là, c'est conseil-formation. Et puis plus récemment, là en janvier, j'ai créé une société de production de contenu, donc production de contenu audiovisuel, vidéo, des cartes.
aussi. Maintenant, Cosmorama. Ouais, Cosmorama Production, et puis radio, et puis mon livre aussi, ça fait de l'édition. L'idée, c'est d'avoir une structure qui va permettre de produire des contenus, d'éditer des contenus, et puis on verra où ça nous mène, mais j'ai des projets télé et radio qui démarrent, quoi. Ouais, donc c'est assez large, un scope assez large. Et derrière tout ça, le mot, tu en as parlé, qui synthétise un petit peu le cap que tu t'es fixé, c'est la cosmographie. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que la cosmographie ? Alors la cosmographie, c'est un mot qui est à la fois ancien et très moderne, puisque c'est l'ancien nom de la géographie, en fait. Quelqu'un comme Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, est dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, tu nous fais voyager là déjà. Voilà. Qui tentait de représenter le monde, l'espace connu, ce qu'on appelle l'écoumène, l'ancien monde, donc l'Europe, l'Afrique, l'Asie, était un cosmographe. Il essayait de comprendre l'articulation entre la Terre et les astres, il essayait de mesurer la taille de la Terre, la distance de la Lune. Tout ça, c'était la cosmographie. Pendant 1000 ans, la vision de Ptolémée, ça a été la vision du monde, de l'Occident, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Puis ensuite, il y a eu un certain nombre de transformations dans la représentation du monde à la Renaissance, avec les grandes découvertes géographiques, l'Amérique, grandes découvertes scientifiques, Galilée, Copernic, Newton, bien sûr. Et jusqu'à Einstein, d'une certaine manière. En gros, on parle de la représentation du monde. Donc la cosmographie, c'est la science de la représentation du monde, ou de l'univers, cosmographie. Au XIXe siècle est née une nouvelle discipline qui s'est appelée la géographie, plutôt née en France d'ailleurs, à Paris. La première société de géographie, c'est 1821 en France. Ah ouais. C'est plutôt sous l'impulsion des campagnes de Bonaparte, Napoléon, qui adorait la géographie, plutôt à des fins militaires, très, très pragmatiques. Mais ça a impulsé en France une science de la cartographie, et qui a donné naissance à une nouvelle discipline qui s'appelle la géographie. Aujourd'hui, on utilise vraiment la géographie comme terme principal pour définir ce qui va être lié à la carto ou aux représentations graphiques du territoire. Pour autant, la cosmographie existe encore dans les universités. C'est une branche de l'astrophysique. Et c'est plutôt les astrophysiciens qui vont s'attacher à représenter les éléments de l'univers visible, les galaxies, le Big Bang. Et en fait, ils font des cartes, ces astrophysiciens-là, des cartes de l'univers. Alors, on va se représenter des nébuleuses, on va se représenter des corps célestes extrêmement lointains, ou tout simplement le Big Bang, ou des cartes de l'univers. Donc la cosmographie existe encore, c'est une branche de l'astrophysique dans les universités. Mais elle n'est cantonnée qu'à l'exploration de l'univers le plus lointain possible. En gros, là où notre regard peut nous amener aux confins de la distance. Et la question qui a émergé dans mon esprit après des années de militantisme sur la question écologique, alors, j'en ai pas trop parlé, mais en gros, depuis 2015... novembre 2015, donc le combo attentat COP21, moi je vivais à Paris, j'ai vraiment vécu une grosse prise de conscience, un virage sur les questions du climat et du territoire et de le rapport entre l'humanité et son habitat, en gros, en novembre 2015. Après, pendant des années, j'ai été dans le tissu associatif, militant, j'ai créé le Printemps écologique, un syndicat écologique, j'ai fait plein de choses. Et en fait, après presque 10 ans, en fait, j'ai commencé à 30 ans, cette prise de conscience, là j'ai bientôt 40 ans. Donc après presque 10 ans, je me dis que aux racines du problème, il y a une vraie question de perception, il y a une vraie question de représentation du territoire et de toutes ces dimensions par les humains. Et donc du coup, je viens questionner cette cosmographie, c'est-à-dire la façon dont on se représente graphiquement le monde, en disant mais est-ce qu'on souffre pas du syndrome du télescope, c'est-à-dire qu'on met tous nos moyens pour aller voir le monde le plus loin possible en oubliant tout ce qu'on ne voit pas dans le territoire immédiat, tout autour de nous, les ramifications, la complexité des liens qui nous attachent au vivant, qui nous attachent à la terre, qui nous attachent au sol, qui nous attachent à toutes les dimensions du territoire. Donc je fais un peu du judo avec cette idée de cosmographie. Tu la twistes un petit peu. En disant, mais est-ce qu'il n'y a pas énormément de dimensions à intégrer dans nos représentations du territoire, mais plutôt du territoire proche. Donc moi, je fais une cosmographie du proche, et ça vient évidemment enrichir les questions écologiques,
à toute échelle, puisque ça peut être pour une entreprise, pour un individu, pour une collectivité. Comment est-ce qu'on se représente le territoire ? Oui, c'est ça, parce que tu parlais de la géographie. La géographie va avoir une approche assez factuelle du monde qui nous entoure. La cosmographie, enfin la façon dont tu twistes le terme cosmographie, c'est qu'en fait tu vas essayer de voir ce que ça raconte, justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, et tu vas utiliser l'histoire qu'il peut y avoir derrière elle, l'écologie, la politique, et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on se représente le monde d'une certaine façon et ce que ça veut dire. Oui, alors qu'est-ce que j'utilise pour repenser notre rapport ou notre cosmographie ? J'utilise la notion de cosmologie. Ok. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est très lié. Là on est dans les définitions, mais c'est juste pour que comme ça vous compreniez bien l'articulation de mon travail. La cosmologie, c'est un mot qui est la science qui va en gros qui va précéder la cosmographie en astrophysique. On appelle cosmologie aussi l'étude de l'univers. Donc pas la représentation, l'étude de l'univers en astrophysique. Mais cosmologie, c'est aussi un terme qu'on va retrouver dans ma discipline, qui est l'anthropologie. Et la cosmologie en anthropologie, ça n'est pas du tout l'étude de l'univers lointain. C'est l'étude des croyances, souvent très proches de la religion, de toutes les sociétés du monde, du passé, du présent et peut-être du futur. Tout l'imaginaire, tous les récits, les histoires qu'on se raconte sur ce qu'est le monde. Comment il est né, cosmogonie, comment il se développe, de quoi il est tissé, etc. Donc cette cosmologie qui est issue de l'anthropologie, donc là c'est les récits, l'imaginaire, etc. Eh bien je vais la saisir pour imaginer une cosmographie qui n'existe pas vraiment, mais qui relèverait plus des sciences humaines, qui serait le résultat de ce que la science exacte, physique, biologique, géologique nous permet de comprendre du territoire, associé à tous les récits, toutes les croyances, toutes les cultures, l'éducation, la fiction, l'imaginaire, en fait, qu'on superpose à ces compréhensions du monde. Et donc on se retrouve avec une cosmographie qui est beaucoup plus d'ordre anthropologie, sciences humaines, récits. Et c'est un peu ce que je fais sur les réseaux, puisque je vais combiner une approche un peu scientifique, parfois je fais appel à la géologie, bien sûr, avec des enjeux médiatiques ou des enjeux de représentation de croyances, d'idéologie aussi. Hein. Il y a tout ça qui rentre dans l'équation quand on essaye de se représenter le monde. Et donc justement, parce que tu parles de beaucoup de sources potentielles qui viennent aujourd'hui définir, d'une certaine mesure, justement la perception qu'on a du monde, qu'est-ce qui va influencer aujourd'hui notre perception du monde ? Alors, le processus de représentation du monde, j'ai découpé sommairement, hein, c'est schématique bien sûr, en 3 niveaux. Le niveau réception, c'est-à-dire le niveau collecte de données et d'informations, comment on reçoit l'information du monde qui nous entoure. Le premier moyen de recevoir de l'information, c'est notre propre corps, depuis toujours. C'est la sensorialité, nos sens, hein, s'il fait chaud, s'il fait froid, si on est dans un climat dur, agréable, c'est nos sens qui nous renseignent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dispositifs technologiques, numériques, des capteurs, des sensors, des outils qui vont nous permettre de capter de la donnée dans le territoire environnant. Donc du coup, on a une combinaison entre de la réception biologique, organique, et de la réception très informationnelle, de la data, quoi. Ça, c'est le niveau réception. Ensuite, on a le niveau perception. Le niveau perception, là, c'est le filtre. Ouais. Une fois qu'on a toutes ces données, quelle qu'elle soit, hein, la Terre est plate, on perçoit un truc, l'horizon, une fois qu'on a toutes ces données, il fait chaud, il fait froid, ça se réchauffe ou pas, hein, pour le climat, on a le niveau perception. Le niveau perception, c'est toute la couche d'interprétation. Et la couche d'interprétation, elle est liée à l'éducation, ce que l'on sait ou non au plan scientifique, mais aussi la culture, les croyances, les religions, les récits, les imaginaires, les histoires qu'on se raconte. Donc là, la perception, c'est vraiment toute la couche récit. Okay. C'est le filtre, en fait, le filtre culturel. Tout à fait. Et le troisième niveau, c'est la conception. Et la conception, c'est plutôt comment est-ce qu'on va se projeter nous-mêmes une interaction sur le monde. Et là, c'est très technologique au sens
les outils, les infrastructures de mobilité, l'habitat, l'urbanisme, mais aussi le numérique, les écrans. En gros, c'est toute l'interaction technique, plus ou moins directe, plus ou moins médiée, avec plus ou moins d'intermédiaires techniques, qu'on va projeter sur le monde. Donc voilà comment, en gros, on se le représente. Cette conscience du territoire, elle passe par ces 3 niveaux. Et à certains endroits, ça dépend des gens, ça dépend des organisations, il y a des points qui sont un peu défaillants, quoi. Et pour moi, les dérèglements écologiques, que ce soit une question de climat, une question de biodiversité, de rapport à l'eau, aux ressources, à l'énergie, sont souvent liés à des carences attentionnelles, en tout cas un problème de perception qui peut être lié à un de ces 3 niveaux. Et ça dépend des gens et ça dépend des entreprises. Les entreprises qui vont être super forts en réception d'informations, collecter énormément de données. Par contre, au niveau conception, ce qu'ils vont projeter comme interaction, ça va être... pour un marteau, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Donc ça va être, moi j'ai cet arsenal technique avec moi, donc je projette une interaction sur le monde comme ça, puisque j'ai ça dans les mains. Et du coup, là, il y a vraiment une carence dans la projection de ce qu'on peut faire au monde, parce qu'il y a un déterminisme technique très fort. Mais ça, c'est pas toujours le cas, ça peut être exactement l'inverse. Des gens qui ont des problèmes. Aujourd'hui, on se coupe de nos propres sens, par exemple. La dimension sensorielle, dans un très grand nombre d'entreprises, elle est étouffée. Donc on ne perçoit plus les réalités organiques du territoire. On vit parfois dans des endroits très urbanisés, qui nous coupent du chaud, du froid, de l'air, du vent, de la lumière. Et ça participe aussi d'une forme de distanciation des réalités très très concrètes, très matérielles, du sol, de l'air, de l'eau, du végétal. Donc voilà, il y a différents... les carences, elles peuvent être vraiment à des endroits très différents. Mais donc il y a vraiment la partie effectivement compréhension, et il y a aussi la partie interaction, comme tu l'expliquais. Donc on peut avoir un impact aussi sur la représentation qu'on a du monde. Donc il peut y avoir un jeu de double influence. On peut être influencé par la perception qu'on a du monde, alors soit parce que en fonction de notre niveau de connaissance, d'éducation, comme tu le disais, de croyance, mais on peut aussi avoir un impact sur cette représentation du monde et l'influencer d'une certaine façon, alors via notamment la technologie, et finalement chambouler peut-être même la perception du monde d'autres personnes suite à ces interactions. Donc c'est un process continu qui ne s'arrête jamais, c'est très évolutif, quoi. Également. Complètement, c'est une forme de spirale dynamique. Et là, ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que les entreprises technologiques, par exemple, dans le numérique ou dans le bâtiment ou dans l'urbanisme ou la mobilité, peu importe, jouent un rôle énorme dans la perception du monde des utilisateurs. Et ça, en fait, c'est le point le plus compliqué. Parce que, alors, moi, c'est ce que je dis aux entreprises. Mais alors, pour qu'une entreprise se dise, alors il faudrait que j'intègre l'effet que ce que je fais va produire sur les utilisateurs dans la perception du monde. Est-ce que je suis en train de guérir notre rapport au monde ou est-ce que je suis en train de creuser cette... C'est assez difficile de se poser cette question-là. Pourtant, je crois qu'elle est vraiment très clé parce qu'on arrivera collectivement à se réconcilier avec le territoire si, entre guillemets, tout le monde joue dans ce sens-là. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec des tensions contradictoires qui créent des doubles contraintes, dirait Gregory Bateson, un des pères de la systémique, qui est à l'origine des schizophrénies. Donc on se retrouve avec des tensions très très difficiles parce que on tire parfois des deux côtés de la corde, quoi. Il y a souvent plusieurs mondes, plusieurs en fait volontés. Alors déjà plusieurs compréhensions du monde et plusieurs volontés de direction du monde. Et donc oui, c'est ça, ce double contraire, c'est ce monde qui est ambivalent, contradictoire, et parfois c'est à l'échelle individuelle aussi que ça peut se ressentir. On peut avoir des tensions contradictoires. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est assez courant, assez évident. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a des paradoxes et des contradictions dans le rapport que l'on entretient avec le monde, ce qu'on fait au monde. Alors que moi, ce dont je veux parler, qui est un petit peu plus indirect et donc un peu plus difficile, c'est la représentation. Il y a des contradictions dans nos représentations du monde, c'est-à-dire dans la perception du monde. Okay. Et que quand on agit...
on n'agit pas que sur le monde, on agit sur la représentation du monde des utilisateurs qui vont, quand je distribue un produit dans la société, mais en fait ça va avoir un effet sur la perception de l'espace et du temps du côté de l'utilisateur. Tout ça, c'est un truc que l'anthropologie technique a démontré depuis très longtemps. Tout dispositif technique, depuis le feu jusqu'à ChatGPT, si on estime que c'est ou jusqu'à aux fusées de SpaceX, j'en sais rien, altère, transforme, fait évoluer en tout cas la perception de l'espace et du temps de l'utilisateur. Le feu, ça permet de voir plus loin dans l'espace, ça permet de voir plus tard le soir, ça change notre perception de l'espace et du temps. C'est pareil pour, l'invention de l'avion, les bâtiments que l'on décide de dessiner, de concevoir, le numérique, etc. Donc, tout acteur technologique, quel qu'il soit, joue un rôle non seulement sur le monde, mais sur la perception du monde des utilisateurs. Et ça, pour moi, c'est une des carences, c'est un énorme point aveugle de notre civilisation contemporaine, c'est qu'on est en train de nourrir un fossé, en fait, entre nous, humains, et même pas ce qui nous entoure, ce qui nous traverse, ce dans quoi nous sommes baignés, qui est le monde, l'habitat, le territoire. Parce que d'une certaine façon, on s'égare. Est-ce que c'est ça le message ? Est-ce que certaines révolutions technologiques vont avoir un impact sur notre perception du monde qui va fausser notre perception par rapport à la réalité de ce monde, ou est-ce que ça va créer un écart trop important ? Alors la question de faux, de vrai, elle est toujours compliquée parce que c'est souvent des notions qui sont en fait fixées et décidées par des autorités morales, ou en tout cas des autorités épistémiques qui vont décider ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc moi je répondrai pas sur le vrai et le faux. En revanche, je m'intéresse à la forme de la représentation et donc les conséquences que ça a. D'accord. En gros, l'histoire de l'humanité, on peut la découper en plusieurs périodes en matière de représentation du monde. Donc pour rappel, la planète Terre a 4,5 milliards d'années. On est à peu près au milieu de sa vie. Elle va durer 9 milliards à 10 milliards d'années. La planète Terre, après, elle sera plus habitable, voire même elle sera un peu avalée dans le système solaire. Donc on est à la moitié de la vie, on est à l'âge mûr de la planète Terre. Sur ce laps de temps, on a les premiers hominidés qui sont nés il y a 5 ou 7 millions d'années en Afrique, et d'après les connaissances actuelles. Et puis il y a eu successivement des espèces d'hominidés, et puis la nôtre, Sapiens, serait née il y a quelques centaines de milliers d'années seulement, et est sorti d'Afrique vers 50 000 ans, et est devenu le premier prédateur de la planète Terre sur tous les continents. Il n'y a que 50 000 ans. On découpe l'histoire de l'humanité en plusieurs périodes, la préhistoire et l'histoire. L'histoire qui naît au moment où on invente l'écriture. La préhistoire se découpe elle-même en plusieurs périodes. Le paléolithique, donc le paléolithique, c'est depuis le début, donc 7 millions d'années, jusqu'à moins 12 000 ans. Et le paléolithique, c'est un temps où l'humanité est nomade, chasseur-cueilleur. Donc on se représente un territoire, le monde dans lequel on vit est extrêmement horizontal. C'est un monde à explorer. C'est un monde à découvrir d'une certaine manière. Très inconnu. Un monde inconnu avec des fruits, des animaux à chasser. Donc voilà, c'est difficile aujourd'hui, nous sédentaires depuis des milliers d'années, de se représenter une vie nomade, mais ça a été le cas pendant des millions d'années. Et puis il y a 12 000 ans, il s'est passé quelque chose, une révolution cosmologique colossale, qu'on appelle néolithique. C'est l'invention de l'agriculture, mais c'est aussi la sédentarisation, les premiers sites urbains, les premiers villages qui se constituent et qui s'organisent. Et donc là, il faut se projeter la transformation colossale de représentation du territoire. Tout à coup, le territoire, c'est plus cette espèce d'espace, de métavers, si vous voulez, d'espace à explorer. Ça devient une ressource, une réserve à exploiter. Ouais, avec un vrai basculement, là. Ouais. En fait, on passe à une vision beaucoup plus verticale du monde. On creuse la terre. On se met à faire de l'agriculture, à faire sortir de la nourriture du sol, mais aussi à creuser les minerais
donc il y a les premières exploitations minières, et aussi domestiquer les animaux, on se retrouve avec une bascule dans la représentation du territoire. D'un côté, paléolithique, on est dans un territoire immense qui nous effraie par son caractère inconnu et donc qui nous domine. Et qu'on subit. Et donc les populations humaines en général, il y a plein de survivances encore aujourd'hui, il y a d'ailleurs des populations nomades encore aujourd'hui, ont souvent des intermédiaires avec les puissances du territoire qui vont être des esprits, qui vont être des divinités. Et donc on va avoir des chamans par exemple qui sont dans des positions intermédiaires de négociation, de dialogue en fait, parce que ces puissances nous dominent tellement qu'il ne faut pas qu'elles nous punissent. Donc on est dans un rapport, on est dans une représentation du territoire et du monde qui nous domine. Mais le néolithique change totalement ça. Il y a 12 000 ans, on passe à un rapport, maintenant on a cette puissance technique, on est capable de soumettre, de dominer le monde. De prendre le dessus d'une certaine façon. On passe à un monde que l'on domine. Donc là, il y a toute une cosmologie qui naît. Qu'est-ce qui se passe vers moins 12 000 ans Alors, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'échelonne sur des milliers d'années, ça dépend des territoires. On réalise que c'est pas aussi simple que ce qu'on a cru. Il y a des corrélations entre religion, technique, sédentarité, l'urbanisme. Bon, c'est plus compliqué, mais là, je schématise vraiment de manière très... Il n'y a pas quelqu'un qui arrivait avec le mode d'emploi et qui l'a filé à tout le monde et dans la semaine, c'était réglé. Même si on sait qu'il y a un lieu quand même, qui est le premier et qui est fascinant. Et chaque mois, chaque semaine presque, il y a des nouvelles découvertes. C'est dans le sud de la Turquie, ça s'appelle Göbekli Tepe. La colline ventrue, où en gros, il y a des couches successives de ce qui constitue le plus vieux temple de l'histoire de l'humanité, donc avec des pierres dressées absolument fascinantes, et qui apparemment, il y a 12 000 ans, 10 000 ans, était une espèce de métropole planétaire. Alors, ça, quelques milliers, dizaines de milliers d'individus, mais à l'échelle de la population humaine qu'on évalue, ça représentait quelque chose de colossal. Et là, on voit qu'on a domestiqué des céréales sauvages, qu'on a fait des expériences, qu'il y avait des premiers sites urbains, les premières religions. Enfin bref, c'est passé quand même quelque chose. Compréhension également de l'astronomie, déjà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité de Göbekli Tepe. Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, Göbekli Tepe, ce site du néolithique, c'est vraiment très tourné vers, d'une certaine manière, l'agriculture, l'exploitation du sol. Donc on est plutôt sur une dimension, une verticalisation. Mais bon, après ça, il y a des experts, je ne compte pas parmi eux, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que cette révolution du néolithique, elle change la qualité de la représentation du monde, au sens où on va se mettre à extraire ces richesses. On sort d'un âge glaciaire. L'humanité sort d'un âge glaciaire, a failli disparaître. C'est moins 20 000 ans le maximum glaciaire, et 12 000 ans, ça correspond précisément à la fin de l'âge glaciaire, donc début d'un réchauffement climatique qui est très favorable à l'expansion de l'agriculture. Et donc du coup, on est sorti on était en mode survie, et on se dit, il faut extraire un maximum, exploiter un maximum la terre pour survivre. Donc exploitation, appropriation, c'est le moment où comme on se sédentarise, on commence à dire ça c'est à nous, c'est à moi. Et accumulation d'objets. Comme on se déplace beaucoup moins, on a la possibilité de se mettre à accumuler. Et un de mes messages dans mes conférences... On va garder un peu cette mauvaise habitude. Voilà, c'est de dire qu'on est toujours au néolithique. Donc en fait, on est toujours on n'est pas sorti de néolithique, contrairement à ce que la lecture de l'histoire nous dit, c'est-à-dire que néolithique, c'est moins 12 000, et puis en moins 3 000, on rentrerait dans l'histoire parce qu'on a inventé l'écriture. Et que du coup, c'est fini le néolithique. Mon message, c'est de dire, pas du tout. Pas du tout, on est complètement au néolithique. On est toujours dans cette vision d'exploitation, de domination, de mode survie par rapport au territoire. Au cas où, accumulons, exploitons, extrayons au maximum des ressources. Donc l'écriture, quelque part, ça a été bien sûr une révolution qui a eu un impact fort sur notre représentation du monde, notamment l'accès à la connaissance, à la culture, et donc ce fameux filtre dont tu parlais tout à l'heure a été modifié pour beaucoup de personnes. Mais ce que tu dis, c'est que ça n'a pas changé en fait la dynamique du néolithique, qui est donc toujours la même sur la domination de l'homme sur la nature, et donc notamment cette accumulation et cette logique-là, quoi. Oui, cette volonté de domination, il y a des promoteurs de la science et de l'humanisme au XVIIe siècle, par exemple. Je pense à Francis Bacon, par exemple, un grand maître de l'humanisme anglo-saxon, ou alors des économistes français du XIXe siècle, qui sont vraiment, littéralement, dans un message, la science doit nous aider à dominer la nature, domestiquer
Oui, c'est assez violent comme discours. Les termes exacts, c'est mater. Ouais. Nous devons mater la nature, pénétrer ses secrets, enchaîner la nature selon nos désirs. Donc c'est des termes qui aujourd'hui nous choquent un peu parce qu'on est en train de prendre conscience de tous les dérèglements. Donc, en fait, et le mal qu'on lui a fait. Et le mal qu'on se fait. Et qu'on se fait, bien sûr. On en fait complètement partie. Donc voilà, donc moi une partie de mon message c'est de dire est-ce que maintenant, compte tenu de cette puissance technique colossale que l'on dispose, eh bien on n'entrerait pas dans un nouvel âge après le néolithique, donc post-néolithique, qui consisterait à non plus être dans une optique de peur, le monde nous domine, il faut négocier avec ses puissances, paléolithique, très humble, très voilà, à mi-chemin entre l'humilité, le retour à la terre, quoi, l'humus, homme, humain, ça vient de humus, la terre, mais il y a cette notion d'humilité, il y a aussi cette notion d'humiliation, donc ce rapport, en fait, où on se place par rapport au monde dans une posture de dominer. Ensuite, l'excès inverse du néolithique, qui nous place, nous, dans une posture de dominant vis-à-vis du monde, à cause de notre puissance technique, et là on vient de passer 12 000 ans à exploiter tout ce qu'on peut, et en fait on arrive à une telle taille critique, à la fois en puissance de nuisance et de destruction, qui fait que c'est plus possible de se représenter le monde de cette manière-là, et donc il faut rentrer dans un troisième âge, qui serait plutôt celui d'une alliance, d'une responsabilité avec le territoire, une prise en considération de sa vulnérabilité, qui est liée à notre propre vulnérabilité, et donc d'aller réorienter cette puissance technique vers plus de stabilité, une harmonie, un équilibre. C'est génial, ouais. Un nouvel âge où maintenant la dynamique serait une coopération homme-nature, quoi. Un projet commun. Absolument. Et c'est pas nouveau, en fait, on est en train de... Le XXe siècle, et surtout depuis 1972, c'est cette prise de conscience-là, cette révolution cosmologique, elle est en train d'avoir lieu. Moi, je suis très très confiant sur le fait qu'il y a une transformation colossale partout dans le monde qui est en train d'avoir lieu, de cette prise de conscience que notre relation au territoire est dysfonctionnelle, et donc on commence à faire émerger ce nouvel âge. Intéressant. Ça fait partie de la thématique que tu reprends pendant tes cours à Sciences Po, notamment sur la programmation du monde. Oui, alors après la question c'est comment ? Voilà, c'était le lien. Merci. La question c'est comment, et je crois que le numérique est aujourd'hui l'expression la plus moderne et aussi la plus puissante des systèmes de représentation, puisque c'est l'expression la plus universelle aujourd'hui des systèmes graphiques. Et en fait, les systèmes graphiques, c'est une manière d'écrire non seulement ce que l'on perçoit du monde, mais c'est aussi une manière d'écrire ce que l'on va faire au monde par la programmation. La programmation, c'est la préécriture. Donc un système graphique, certes, ça nous permet d'écrire, mais ça nous permet aussi de préécrire. Donc en gros, au cœur de l'adéquation, enfin de l'articulation entre l'humanité et ses systèmes graphiques, l'humanité et le monde, il y a les systèmes graphiques. Et le numérique, aujourd'hui, est crucial pour ça. Donc dans mon cours à Sciences Po, j'étudie à la fois la façon dont le numérique peut creuser ses carences, ou alors aller nourrir l'état d'esprit archaïque du néolithique, et comment, à l'inverse, il peut nous permettre de bâtir un nouveau mode de représentation collective, les représentations sociales en anthropologie. Donc, en gros, cette espèce de vision commune, et comment est-ce que le numérique, en fait, est à double tranchant, comme toute technologie, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on fait avec nos étudiants. Et la grande question qui émerge à la fin, c'est celle de la gouvernance technique. C'est-à-dire comment on décide de quoi en matière technique ou en matière numérique. Qui décide de quoi, selon quels critères. Et je reparle tout à l'heure de l'impact qu'un choix technique va avoir sur la perception du monde. C'est un peu trop indirect, mais c'est pourtant pour moi là où se joue l'essentiel de la relation entre l'humanité et le monde qui se joue en matière de gouvernance technique. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout un critère qui est pris en considération quand on va développer un produit ou un service numérique aujourd'hui, alors que tout le monde, je dis tout le monde, une grande partie de la population ressent qu'en ce moment, il y a une question
attentionnelle ou cognitive qui est problématique dans notre rapport au numérique. Et pour moi, c'est l'intuition qu'on partage, que beaucoup partagent, d'une forme de dysfonctionnement dans notre rapport à l'information, c'est la crise cognitive, et qui est concomitant, qui est parallèle, voire même qui est très lié à la crise cosmologique, qui va être la crise écologique, c'est-à-dire la crise de notre rapport au monde. Et information et nature, pour moi, c'est le même sujet. Ok. Mais alors, parce que il y a à la fois la compréhension du monde, du coup la perception qu'on peut avoir de ce monde à travers nos filtres, l'évolution de cette perception, avec notamment la grande révolution donc, du néolithique qui nous fait passer d'un statut de dominé à dominant, et probablement la deuxième grande révolution qui est en train d'arriver, qui va donc créer ce nouvel âge, où en réalité on se remettrait au même niveau que la nature. Et ce que tu es en train de dire, c'est que la dernière étape de cette perception du monde, c'est la responsabilité, quelque part, qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de ce nouvel équilibre, qui va orienter aussi nos choix pour avoir une perception du monde qui nous permet d'avoir quelque chose, un projet viable, en fait, tout simplement, quoi. Oui, et c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que pour moi on doit se soucier de nos représentations ? Parce que aujourd'hui c'est un des freins principaux à la transformation. C'est-à-dire qu'une des causes majeures pour moi de la résistance au changement, ça n'est pas on va dire le désir de détruire le monde ou de continuer à le détruire. Moi, j'ai rarement vu des gens, même des dirigeants qui sont ils sont à la tête de sociétés qui causent un certain nombre de dégâts. Je les ai rarement entendus dire oui, non, mais on va continuer à détruire le monde. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Non, ça n'existe pas. Ouais, bien sûr. Ils vont plutôt être dans une idée de oui, j'aimerais bien trouver une solution. Malheureusement, j'en ai pas. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de carence dans la représentation. Et quelqu'un qui se met à voir le territoire dans toutes ses dimensions, je sais pas moi, si on se met à la place d'un ornithologue, quelqu'un qui étudie les oiseaux, tout à coup on va se mettre à voir les oiseaux dans les rues. Si on s'intéresse à l'eau, tout à coup on va commencer à se poser la question de la qualité de l'eau, de l'endroit d'où elle vient, du nom de la rivière. Alors qu'on a tendance à, dans nos représentations, évacuer un certain nombre de dimensions. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des causes des dérèglements sont pas liées à une volonté délibérée de dérégler, mais c'est plutôt lié à des carences de représentation. Ouais. Donc, si on veut collectivement accélérer les transformations, eh bien, il faut sans doute travailler nos représentations, et ça passe pas que par produire des récits imaginaires. Là où je pense que mon discours est un petit peu innovant, mais aussi plus difficile à comprendre, c'est que les technologies produisent énormément d'imaginaire en modulant notre rapport à l'espace et au temps. Donc en gros, le territoire et la façon dont on se le représente est très très déterminé par les infrastructures techniques qui nous entourent. On est dans un paysage, dans un milieu technique, et ce milieu technique est un milieu attentionnel. Ça nous pousse à regarder à gauche ou à droite. Ouais. Et en fait, ce milieu attentionnel joue un rôle énorme dans la représentation du territoire. Alors, est-ce qu'on pourrait tenter de faire le rapprochement entre ce passage de l'homme dominé par la nature à l'homme qui domine la nature avec la technologie, où au début, l'homme a dominé la technologie, puis maintenant, peut-être, se fait dominer par la technologie. Et donc, de la même manière, il faudrait revenir à un troisième âge du rapport homme-technologie, qui incorporerait également la nature, avec un triptyque homme, technologie, nature, mais avec les trois au même niveau et allant dans la même direction. Il y a de ça en effet. Ça fait partie des théories un certain nombre de sociologues aujourd'hui qui estiment que les technologies depuis Homo habilis, depuis les préhistoriens, puis les hommes préhistoriques, nous a permis de libérer du temps. Par exemple, quand on invente la charrue, ça nous permet de gagner du temps dans les tâches agricoles, et que l'histoire des inventions techniques à travers les siècles et les millénaires a servi à ça. Mais que dans les années 90,
Il y a eu un retournement et les systèmes techniques se sont plutôt mis à consommer le temps libre qui a été généré par des millénaires d'innovation technique. Et donc là, on est sur un retournement où les systèmes techniques se mettent, non pas à nous dominer, parce qu'il y a des gens derrière la machine, il y a des gens devant la machine. C'est une illusion de croire que les technologies dominent l'humanité. Oui. C'est plutôt qu'il y a une partie qui est derrière et une partie qui est devant. Donc c'est des questions politiques, en réalité. Mais il y a une idée il y a une idée qui est très juste là, qui est que on doit aussi stabiliser notre relation vis-à-vis des systèmes techniques qui nous entourent, reprendre le contrôle d'une certaine manière des systèmes techniques en questionnant leur finalité. À quoi ça sert au fond ? Et imaginons qu'on puisse tout faire. Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité ? Parce que là, on se retrouve pratiquement dans des situations où on a une puissance divine, l'humanité est quasi divine. On peut presque tout faire. On peut presque se dire, on peut tout faire. Mais avec ce tout faire, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où c'est des questions d'idéologie, de croyances communes, de gouvernance collective. C'est à la fois de la politique et de la spiritualité, quoi. Donc on en revient et on atterrit toujours sur la gouvernance technique et sur les usages. Et qui décide de quelle technologie ? Et en fait, là, ça vient de la politique, parce qu'il y en a certains qui vont dire on ne freine pas l'innovation. Il y en a d'autres qui vont dire there is no alternative. Il y en a qui vont dire c'est la loi du marché. Il y en a qui vont dire le principe de précaution. Il y en a d'autres qui vont dire... Donc, voilà. Après, c'est organiser ces discussions-là. Puis il y en a d'autres qui vont dire c'est comme ça et pas autrement, en Chine. Puis il y en a d'autres qui vont dire ça va être le plus offrant qui va... Et donc, effectivement, on a un peu, et c'est ce que tu as commencé à aborder, la technologie qui, quand même, prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Je sais que c'est un de tes dadas aussi, l'économie de l'attention, et comment finalement notre temps aujourd'hui est capté de plus en plus, notre temps, mais également nos pensées, notre façon de penser, notre façon de voir le monde via toutes ces technologies. Et donc cette économie de l'attention, comment quelque part on peut reprendre le dessus ? Alors il y a plein de façons de le faire. Sur la question de l'attention. Alors pour rapidement répéter, pour que ce soit clair, les grandes définitions, dans les années 90 justement est né un concept économique qui s'appelle l'économie de l'attention. C'est né dans les années 2000 exactement, en 2001. The Attention Economy, c'est un ouvrage de sciences humaines qui a été appliqué à la fois dans les enjeux de marché commercial, c'est-à-dire qu'il y a une guerre attentionnelle pour aller chercher les clients. Le marché, c'est ça, c'est une guerre de l'attention. Et puis, il y a aussi une guerre attentionnelle ou un défi attentionnel dans la façon d'optimiser, dans le management, la façon dont on va orienter les salariés. Donc, il y a en interne et en externe un gros enjeu attentionnel. Ça, c'est The Attention Economy 2001. Et en gros, à partir de là, c'est développer tout un échafaudage économique en s'inspirant des observations, par exemple en psychologie cognitive ou même en économie qui date des années 60-70, qui estiment que dans une société de médias de masse, qui sont nés dans les années 60-70, la plus grande valeur, c'est l'attention des gens, puisque l'information consomme l'attention. Donc la nouvelle rareté, la nouvelle ressource, c'est notre attention. Donc à la fin du XXe siècle, ce correspond à une espèce de valorisation, de marchandisation de l'attention qui a explosé avec la nouvelle économie qui est stimulée par Internet à partir des années 90, milieu des années 90, et qui s'est accélérée à une vitesse qui est proprement vertigineuse à partir des années 2000. Facebook, tout ce qui va être le growth, et puis ce qu'on appelle en gros les mécaniques de captation, la captologie, donc tout ce qui est persuasive technologie, et puis on sait moyens d'aller créer des rétroactions dopaminergiques, etc., pour aller capter un maximum, structurer, fidéliser l'attention des gens. Ça, c'est la base de l'économie de l'attention, et ça correspond au pilier du développement de l'industrie numérique à partir des années 2000. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Citon, qui est un penseur en littérature suisse, qui a fait un livre en 2014 qui s'appelle « Pour une écologie de l'attention ».
Et en gros, il s'appuie sur les travaux, par exemple, de Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel de psychologie cognitive, et qui a fait la démonstration dans les années 70-80 que nos ressources cognitives, donc notre temps de cerveau disponible, en gros, est limité individuellement. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses avec une certaine durée de temps, mais que ce temps est limité. Et ça fait écho à notre propre finitude, à la vie et à la mort, mais en gros, on a tendance à penser que nos capacités cognitives sont illimitées. Et donc, il a été démontré que non. Et donc, la corollaire, c'est que si nos capacités cognitives individuelles sont limitées, nos capacités cognitives collectives, et donc planétaires, sont aussi limitées. Et donc, on se retrouverait avec une prise de conscience qui est qu'au même titre qu'il y a des ressources naturelles qui sont limitées sur la planète, on a des ressources cognitives qui sont limitées, et donc on a besoin d'une écologie, c'est-à-dire une rationalisation de la consommation de nos ressources cognitives. C'est ça l'écologie de l'attention. Et en fait, à partir du moment où moi je constate le problème, là, comme je vous ai raconté, une des sources ou une des racines du dérèglement écologique, c'est un problème de perception, ou en tout cas un problème de représentation du territoire. La clé, ce serait de réorienter collectivement notre attention, ou d'utiliser un maximum de ces ressources cognitives pour aller soigner, nourrir, entretenir, réconcilier l'attention que l'on prête au monde. Eh bien, on se retrouve face à un obstacle majeur, qui est celui de la façon dont l'industrie numérique, qui occupe aujourd'hui une partie significative, c'est mesuré, des années entières, des dizaines d'années entières de vie, d'attention, à l'échelle d'une vie, c'est 30 ans, je crois. On passe 30 ans devant un écran, maintenant, compte tenu des projections. Donc c'est une partie de notre attention qui est colossale. Eh bien, contre quoi on lutte ? Qu'est-ce qui nous freinerait dans cette prise de conscience ou réorientation de notre attention ? Donc c'est là où la logique d'économie et d'écologie de l'attention devient pertinente dans mon sujet, puisque ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de rationaliser, de questionner, et en fait c'est la régulation qui est en jeu. Donc c'est la régulation de l'attention. Et comment on fait ? Alors il y a un livre qui est très bon pour initier à ce sujet-là, ça s'appelle La civilisation du poisson rouge, ça a été un joli succès éditorial. C'est Bruno Patino, le président d'Arte, qui a écrit il y a quelques années un livre sur ce sujet-là, très accessible, très simple, et il conclut par ce qu'il appelle les guérisons, les soins, ce qu'il faudrait faire pour nourrir notre attention. Donc il y a plein de pistes, sanctuariser du temps. Moi j'ai été surpris cette année, donc j'ai une séance dans la programmation du Monde à Sciences Po sur l'écologie de l'attention, et j'ai été surpris cette année pour la première fois, ça fait 7 ans que j'ai ces cours-là, pour la première fois, il y a plus de la moitié des étudiants que j'ai, donc 25 étudiants, qui utilisent des outils pour réguler leur propre consommation des réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Ils utilisent des outils. Ouais. Il y en a 5 sur 25 qui payent 10 à 20 euros par mois des outils pour vraiment faire des filtres quali. Ouais. Avec, et en fait, c'est à la fois effrayant, mais en même temps très positif, parce que ça prouve qu'il y a une vraie prise de conscience. Parce que la guerre de l'attention dont tu parlais, on comprend bien l'enjeu. C'est presque un enjeu de liberté ou même de libre arbitre, en fait. C'est celui qui capte le plus l'attention, notre attention, c'est celui qui va avoir le plus la possibilité de nous influencer. Et quelque part, d'écrire ou de réécrire le grand discours, et donc la fameuse gouvernance dont tu parlais tout à l'heure sur comment on oriente le monde. C'est exactement ça. Orienter le monde, c'est orienter l'attention que l'on prête au monde. Donc c'est quand même assez positif finalement. Alors c'est là aussi contradictoire, parce que ça prouve un peu le côté ubuesque de la situation dans laquelle on est, à en arriver à s'auto-brider sur notre utilisation des réseaux sociaux ou de la technologie, ce qui prouve bien aussi qu'on n'y arrive pas tout seul, mais ce qui prouve qu'on en est conscient et qu'on essaye quand même, on lutte pour garder le dessus sur la technologie et donc sur notre libre pensée. Ah ouais, moi je suis assez spinoziste dans ce sens-là, c'est-à-dire que je crois en notre libre arbitre, mais je le relativise.
C'est-à-dire que je considère que nous sommes dans des milieux, nous sommes dans des paysages attentionnels et techniques qui orientent énormément notre attention. Et s'il y a deux choses que j'aimerais contre lesquelles des idées qui sont très très courantes, très très partagées et contre lesquelles je lutte, c'est d'une part l'idée que en fait on est libre de diriger notre attention. Donc ça c'est faux. D'accord. Quand on entre dans un bâtiment, notre attention est dirigée. Quand on traverse une rue, notre attention est dirigée. Il y a des paysagistes, il y a des urbanistes qui décident d'orienter notre attention. Nudge marketing. Quand on va sur Internet, il y a des UX designers qui décident de l'endroit où on prête notre attention. Donc en fait, il faut arrêter de croire que notre attention est libre. C'est pas vrai, on est déterminé. C'est très vrai. Et deuxièmement, il faut arrêter de croire que l'humanité pèse peu de choses dans le monde. Souvent on entend mais qu'est-ce que nous sommes, nous les humains, la planète Terre elle est bien plus vieille que nous, on pèse pas grand chose, on n'est rien dans l'univers. Cette idée de relativiser la place de l'humanité, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui on a une puissance mais colossale à l'échelle de la planète, donc du monde dans lequel on vit, et pour l'instant il n'a pas été prouvé qu'on peut vivre ailleurs. Donc on a une échelle colossale de destruction, une puissance de destruction, mais aussi une puissance de guérison, de soins. On n'est plus du tout négligeable. On est une puissance géologique, c'est pour ça qu'on parle de l'anthropocène. On est une puissance planétaire. Donc voilà, c'est deux choses contre lesquelles je lutte, qui sont liées en fait. Parce que du coup, ça sous-entend que en amont, en fait, il faut qu'on décide collectivement de ce qui nous détermine. Ouais. Et ça, c'est de la discussion, c'est de la gouvernance, c'est du choix, et on va se retrouver sur des modèles très différents en ce moment dans le monde. On est à un carrefour. C'est passionnant parce qu'on est à un point de bascule entre le modèle chinois qui est très 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 conscient de ces enjeux. Ouais. Je veux dire, les Chinois aujourd'hui, ils font de la régulation assez brutale parce qu'ils ont un pouvoir central qui est assez coercitif sur les enjeux attentionnels. Donc eux, par exemple, pour les enfants, c'est un certain nombre d'heures limitées de consommation de jeux vidéo en streaming, et en fait avec reconnaissance faciale, et du coup c'est limité, et ils contrôlent ça, parce qu'ils ont vu que c'était un très gros problème. TikTok, en Chine, n'est pas du tout le même TikTok qu'en Europe et aux États-Unis. TikTok en Chine, c'est des contenus éducatifs, c'est des contenus vraiment qui poussent vers le haut, oui, bien sûr. Et ça a été démontré par l'Union européenne, qui menace du coup d'interdire TikTok parce que ce deux poids deux mesures, ça devient une arme attentionnelle en fait. Ah, oui. Ça devient une arme cognitive. Qui est orientée de façon très différente, donc si je comprends, entre ce qu'ils font donc, chez eux et la façon dont ça se déploie ailleurs. Quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'en Europe ou aux États-Unis, on n'a pas la possibilité de réguler les contenus. Ouais, c'est ça. Alors que eux, en fait, c'est pas la Chine qui volontairement est en train de nous pourrir. C'est que en fait, on n'a pas les moyens. Est nécessaire. Ouais. Et à l'inverse, le modèle américain, qui est porté par Elon Musk, par exemple, qui est la grande figure de la liberté d'expression, très libertaire. C'est une arène, et ça va être et en fait, quand c'est une arène et que tout le monde doit se battre pour gagner l'attention, le marché de l'attention, et du coup, c'est ceux qui ont le plus d'argent qui remportent, qui dirigent le monde. Et du coup, c'est le modèle des plateformes, que ce soit Facebook, Cambridge Analytica, etc., fait que si on met des millions, des dizaines de millions d'euros dans de la publicité de plateforme, on va toucher des millions de gens, et donc on se retrouve avec vraiment une monétisation de nos cerveaux. Et le modèle européen qui va essayer de chercher un peu, et c'est ce qui est en train de se passer, une position intermédiaire dans la régulation, dans la loi, dans la gouvernance, non pas dans la décision coercitive centrale chinoise aujourd'hui, ou dans la marchandisation de notre attention. La réglementation, ça devient un petit peu notre marque de fabrique. Ouais. Ça devient essentiel, complètement. En tout cas, c'est un modèle. C'est un modèle. Ça me fait penser aussi, alors c'est quelque chose que tu as créé, parce que tu interviens beaucoup en entreprise, et oui, ça rejoint un petit peu tout ce que tu dis, qui gouverne le monde. Il y a une partie aussi individuelle, mais il y a une partie aussi monde de l'entreprise. Et donc, tu as créé en 2020, avec ton frère, je crois, le Printemps écologique. Premier syndicat à ambition écologique. Donc, je trouve que ça rejoint vraiment ce qu'on vient de dire. Comment t'en es arrivé à créer ça, ce qui est là aussi très innovant et très pertinent, très cohérent, pour justement essayer de faire prendre conscience aux entreprises de ce sujet et de la direction à prendre?
Alors l'histoire, c'est que dans le cadre de mes fonctions dans un lieu qui s'appelle Le Tank, Spin Tank, dans le 11e arrondissement, où je travaillais de 2015-2016 à 2019, j'avais les responsabilités RH. Je travaillais avec les deux fondateurs, je gérais cette boîte qui a atteint 80-90 salariés après quand je suis parti, et j'avais la dimension RH. Et on a passé le cap des 50 salariés. Et en passant le cap des 50 salariés, on m'a dit, bah, là, on entre dans un passage de la vie de la boîte où, en fait, il va falloir faire des élections professionnelles. Je connaissais pas, moi. Et donc, du coup, j'ai regardé élections professionnelles, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça peut servir. Et en fait, j'ai réalisé que les champs de négociation collective. Donc l'idée, c'est d'élire des représentants des salariés qui vont créer des espaces de dialogue avec les dirigeants pour ensuite aller créer du droit interne, en fait, pour aller créer des règles, pour aller créer des... et c'est ça la logique du dialogue social. Et en fait, j'ai réalisé que le champ des négociations collectives, donc sur quoi on a le droit de discuter, est prévu par les textes, donc par la loi, par le code du travail essentiellement, qui va déterminer quels sont les champs de négociation collective. Et en fait, nous, on était une boîte plutôt dans le numérique, avec beaucoup de vingtenaires et de trentenaires, quoi, on va dire entre 25 et 35 ans essentiellement. Et les sujets qui tenaient le plus à cœur, ça allait être des sujets, par exemple, de transition écologique, de justice sociale, de protection sociale, de droit en général, comme ce qui fait l'objet de la représentation syndicale depuis 150 ans, mais aussi des nouveaux sujets écologiques, technologiques, gouvernance technologique par exemple, liés au numérique, ou liés aux mobilités, ou liés à des sujets comme ça. Et en fait, on a vu que c'était pas vraiment prévu dans le Code du travail. Que c'était avant les dernières lois énergie-climat et avant la Convention citoyenne pour le climat qui a commencé à en parler. Mais on a vu ça. Donc du coup, moi, je suis quand même d'esprit aventurier. Hein. Moi, c'est Corto Maltese, Simbad, mes figures, c'est allons-y à l'aventure. Je me suis dit, bah, et si on faisait une pétition avec quelques amis, si on faisait une pétition sur, à l'époque, c'était sur quoi ? C'était change.org, je crois. Pour dire, bah, nous, salariés, nous aimerions amener des nouveaux sujets dans le dialogue social. Sujets écologiques, pour accélérer la transition. Et en fait, en une semaine, on a eu 600 personnes qui ont répondu. Ah ouais, quand même. Il y a eu un bouche-oreille. C'était un moment où... Donc du coup, on a dit, bah, réunissons-nous, alors ces 600 personnes, avec Change.org, on peut avoir les mails, en gros. Donc on a envoyé des mails à ces gens-là, réunissons-nous à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, pour prendre des cafés et puis voir ce qu'on fait ensemble. Génial. Et en fait, là, il y a eu plusieurs pistes. Une première piste qui était plus faisons du réseau, du networking, on s'entraide, on discute. Et une piste que moi j'ai portée, qui était beaucoup plus ambitieuse, et qui était, oui mais regardez, depuis 1884, c'est marqué que les syndicats ont le monopole des négociations collectives. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les syndicats qui peuvent créer du droit. On va pouvoir faire tous les collectifs qu'on veut, raconter tout ce qu'on veut. En fait, restera toujours du déclaratif. Et le seul moyen juridique de créer du droit, où là, après, c'est de la loi, c'est-à-dire que l'entreprise, on fait des accords qui ont vraiment une valeur ancrée dans le marbre, c'est le syndicat. Et on est obligé de passer par le syndicat. Il ne restait plus qu'à créer un syndicat. Voilà, donc on s'est dit ça. Et là, on a perdu la moitié des gens. C'est vrai. Oui, parce que le syndicat, c'est quand même pour ces générations, c'est un autre temps. Ouais, donc en fait, il y a le côté un peu... Il y a une culture du conflit, du rapport de force, de l'antagonisme qui plaisait pas à certains, qui voulaient être dans la co-construction. Donc la moitié des gens ont dit syndicat, moi jamais. Donc nous, on y est quand même allé. On a voulu créer cet objet. Ça a fait du bruit jusque dans les plus grands syndicats. Et aujourd'hui, en effet, avec mon frère, avec Anne Lecor, donc moi j'ai lancé un peu tout ça, et puis après je suis parti dans d'autres projets, mais aujourd'hui il y a en effet mon frère et Anne qui s'en occupent. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dessus, 3000 entreprises peut-être, 2-3 000 entreprises. Ah ouais, quand même.
Mais c'est peu de choses en fait, c'est rien du tout mais par rapport à la CFDT qui a 500 000 salariés. Bien sûr, mais c'est un laboratoire pour moi, c'est un laboratoire de R&D. C'est un comment dire, c'est un bel exemple, je trouve, pour aller dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, c'est un bel exemple de comment on peut reprendre le dessus, justement, avoir un nouveau discours et tenter de donner une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire, une nouvelle compréhension du monde, au monde de l'entreprise, et de l'orienter de façon peut-être un peu plus éclairée, en tout cas, si ce n'est positive. En générant de nouveaux espaces de dialogue. Donc, gouvernance technologique, transition écologique, c'est les sujets sur lesquels on est parti. Bon voilà, ça avance. Peut-être que dans 150 ans, ce sera comme la CFDT ou la CGT, mais... J'espère bien, même avant. Et alors, si on récapitule, et si on applique justement tout ton travail, si on l'applique à toi, quelle est ta perception du monde aujourd'hui? Quelle est ta vision du monde? À quoi ressemble 2024 et à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans, si on reste à peu près sur cette trajectoire? Question très 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 large et difficile d'y répondre, mais en gros, moi je nous vois dans une phase de mutation, vraiment une chrysalide là, qui est en train de se percer, et c'est à la fois flippant parce que ces phases de transformation, c'est aussi des phases où on est vulnérable collectivement. Donc je suis pas forcément optimiste dans le sens où je crois que tout va bien se passer. En revanche, je suis assez confiant parce que y a plein de signaux qui montrent que on avance vers une prise de conscience et vers une transformation cosmologique, technologique, comme il y a eu qu'une ou deux fois dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a un côté espoir et vertige de l'évolution en ce moment que moi je trouve extraordinairement enthousiasmante. Ouais. Après, je le répète, je pense que cette transformation ne va pas se faire facilement, sans douleur. Comme toujours, oui. Voilà. Donc là, je vois dans les décennies, dans le siècle à venir, des passages très 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 difficiles. À l'échelle planétaire. Donc en gros, pour moi, ce nouvel âge, c'est à la fois un âge de responsabilité et d'alliance, de réconciliation avec le territoire au travers de la gouvernance technique. C'est un peu ce qu'on a dit pendant cet échange. Mais il y a aussi l'articulation entre une conscience globale qui est née, une conscience planétaire qui est née là, il y a seulement 50 ans. Hein. Première photographie de la Terre, c'est 1972. Le Club de Rome, c'est les limites à la croissance, c'est 1972. Le premier sommet pour l'environnement des Nations Unies, c'est 1972. Donc en gros, ça fait 50 et quelques années qu'on est vraiment en train de développer cette conscience planétaire, mais en même temps, cette conscience planétaire, il faut réussir à l'articuler, à la reconnecter à la responsabilité locale. C'est-à-dire vraiment à cet attachement viscéral à la Terre, qui aujourd'hui crée un fossé entre les mouvements globalistes, on va dire, et les cosmopolites, et les mouvements identitaires, très rattachés au sol, à la terre, à mon chez-moi. Et en fait, il faut les réconcilier, ces deux. Parce que c'est justement passer d'un monde nomade horizontal à un monde néolithique vertical. C'est l'articulation entre la conscience globale et la responsabilité locale qui fait la vision du territoire, la cosmologie de demain. Donc il y a cette réconciliation à faire. Malheureusement, là, il y a un fossé qui se creuse aux États-Unis, en France, partout. Hein. Et donc ça va induire ça annonce des moments difficiles. Comment on les réconcilie? Via la prise de conscience et le besoin d'une coopération? Ah oui, alors il y a plein de façons de le faire. Moi, je pense que le territoire, en tant que mot-clé, c'est ce qui nous unit. Et c'est pour ça que je publie sur LinkedIn autour du territoire, parce que c'est ce qui nous rassemble. Ouais. Et en fait, moi, j'ai des gens qui sont un peu identitaires, qui me suivent, je pense, et qui aiment bien ce que je raconte, tout comme j'ai des gens très Nations Unies, globalistes, pas du tout identitaires, parce que le territoire, c'est vraiment... littéralement l'endroit qui nous rassemble. Et donc pour moi c'est des mots-clés comme ça. Alors c'est difficile, en anglais ça n'existe pas ce mot, cette signification. Et puis je pense que ce qui va être clé dans les 80-100 prochaines années, c'est le monde chinois.
Donc moi, je travaille beaucoup avec le monde américain au travers de grandes entreprises qui peuvent faire appel à moi, qui sont plutôt d'influence américaine. Je travaille beaucoup avec l'Europe parce que j'y suis. Donc c'est essentiellement en Europe qu'on fait appel à moi et en France. Un peu en Afrique aussi, j'ai des sujets en Afrique, c'est assez intéressant, et de plus en plus en Chine. Et donc là, l'année prochaine, je veux essayer d'aller en Chine beaucoup avec des gens autour de moi qui vont traduire mes contenus en Chine et qui vont essayer d'aller toucher la psyché chinoise. Pourquoi ? Parce que en Chine, il y a une schizophrénie qui est extraordinaire et qui est à l'image de la schizophrénie mondiale, et je pense qu'il n'y a aucun endroit au monde où cette schizophrénie est aussi profonde et vivace et presque explicite chez les gens. C'est que la vision du territoire qui inclut une compréhension des flux, qui inclut une compréhension du milieu, de la durée, du temps long, des interactions avec les règnes du vivant, des sols, de l'eau, etc. Il n'y a aucun endroit au monde où c'est aussi mature qu'en Chine. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans que les peintres en Chine représentent le shan shui, les rapports entre l'air et l'eau, entre la montagne. Ça fait 2000 ans qu'ils réfléchissent à la représentation du territoire dans le temps long, dans la dynamique. Leur système de croyances religieuses, les taoïsmes par exemple, sont des cosmologies qui représentent un équilibre, cette alliance dont on parle avec le territoire au travers du non-agir, au travers de la spirale dynamique dont on parlait. Donc il y a un terreau qui est absolument magnifique pour entrer dans ce troisième âge. Problème, la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire depuis les années 80, en fait, il n'y a aucun endroit au monde qui a épousé de façon aussi violente et, on va dire, totale, l'état d'esprit néolithique. Ouais. C'est-à-dire que... Domination de la nature. Et depuis les années 80, enfin jusqu'aux années 80, il était interdit pour des questions de croyances religieuses partagées, d'aller exploiter les nappes d'eau fossiles, par exemple. Et en fait, la Chine était le seul endroit au monde où ils disaient on ne prendra jamais d'eau sous les sols parce que c'est la terre en protège. Bon, ça a été balayé, ça. Et là, aujourd'hui, ils sont vraiment en train d'assécher les aquifères chinois parce qu'il y a eu des changements. Pourquoi ? Pour rattraper les grandes puissances mondiales, pour rattraper les États-Unis, pour rattraper l'Europe. Donc en fait, pour rattraper ces puissances-là, la Chine a épousé l'état d'esprit néolithique comme jamais. Mais je vois bien que les Chinois sont mal vis-à-vis de ça. Tiraillés, ouais. Ah, ils sont tiraillés, mais par rapport à leur héritage culturel. Exactement. Ouais. Donc il y a une espèce de tension très très forte. Donc en gros, pour moi, la clé, c'est ce que la Chine va faire dans le prochain siècle. Parce que dans leur relation avec l'Afrique, avec l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, les derniers grands foyers de biodiversité indonésiens, en Afrique centrale, pas trop en Amérique, qui est quand même... Amérique du Sud qui est quand même très très américanisée, mais bon, j'imagine, je connais pas trop, mais que la Chine aussi commence à avoir des actifs beaucoup là-bas. Le rapport aux minéraux, 90% de l'industrie minière mondiale, c'est la Chine aujourd'hui, donc le très très néolithique, très très extraction. Le rapport fait que la Chine, et le fait que la Chine est clairement en train de devenir un leader des Suds, donc un leader de tous les pays qui ne sont pas les États-Unis ou l'Europe ou le monde occidental aujourd'hui, eh bien, fait qu'ils vont avoir une influence énorme. Il y a des signaux qui sont plutôt peu encourageants, comme le fait que là, de toute façon, jusqu'en 2030, ils vont y aller sur le carbone et le charbon et ils atteignent même pas leur pic. Ils annoncent leur pic en 2030. Ouais. Mais il y a des points très encourageants. Par exemple, la Chine a mis dans le droit l'objectif de neutralité carbone 2060. On ne le dit pas souvent en Europe, mais les États-Unis ne l'ont pas fait. Donc la Chine est aussi en train d'électrifier ses parcs de véhicules, mais comme nulle part ailleurs dans le monde. C'est aujourd'hui leader des énergies renouvelables, leader des véhicules électriques. Ça peut devenir, et c'est en train de l'être d'une certaine manière, le leader de la transition énergétique mondiale. Ouais. Mais en fait, ce sera à eux de décider. Non. Et donc ils ont un discours qui est très très ambivalent, qui est très schizophrénique en fait. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord en Chine, et je pense que ça dépendra énormément du successeur de Xi Jinping. Donc, qui sera le prochain leader chinois ? Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera dans le néolithique, ou est-ce que ce sera quelqu'un qui sera dans l'âge d'après ? Et je pense que là, il va se jouer quelque chose de colossal pour l'histoire de l'humanité. Donc, à la question... Comment est-ce qu'on voit l'avenir ? Moi, je pense que ça dépendra énormément de la bascule que va provoquer la Chine ou pas dans les prochaines décennies. Et je crois que l'Europe a un rôle à jouer dans l'influence qu'elle peut avoir sur la Chine.
Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut choisir la Chine au détriment des États-Unis ou d'être dans ces logiques de choc des civilisations, parce que c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais par contre, dans l'idée d'influence, ça peut être intéressant. Les Chinois les entreprises chinoises avec lesquelles j'ai travaillé, Huawei par exemple, qui a fait appel à moi pour que je leur donne mon avis sur leur stratégie énergie-climat. Intéressant. J'ai vu qu'ils étaient en retard par rapport à l'Europe, paradoxalement. Mais c'est exactement ça qu'ils anticipent, eux. Ils sont dans le gap analysis. Donc ils mesurent l'écart qui va les séparer des meilleurs, les Américains dans certains domaines. Pour l'écologie ou la transition climat, c'est quand même l'Europe. Donc du coup, ils mesurent leur écart avec l'Europe et ils se disent comment est-ce que je remplis cet écart pour moi-même devenir leader. Et ils sont en train d'essayer de faire ça. Donc on peut aussi les accompagner, là Exactement. Aussi la coopération, Exactement. Peut-être un peu précurseur sur le sujet en termes de compréhension et d'application, mais voilà, on peut accompagner ce mouvement et peut-être un peu l'influencer. Ouais. En réactivant leurs croyances et leur cosmologie ancienne. En fait, là je pense que l'Europe a un rôle à jouer à réactiver les cosmologies chinoises en fait. Et c'est un petit peu ce qui se passe, j'en sais rien... avec les sujets de méditation qu'il y a en Occident, avec je sais pas moi, le yoga, c'est plus l'Inde que la Chine, mais le zen, le bouddhisme, culturelle en tout cas, voilà, de différentes régions du monde. Ouais. En fait, réactiver ça dans une relation saine entre l'Europe, puisque je suis européen, je le dis, et la Chine, pour moi c'est une des clés stratégiques, c'est-à-dire que si on arrive à bien le faire, en fait, potentiellement, la trajectoire de l'humanité peut être celle que l'on souhaite dans l'ouverture d'un nouvel âge. Donc toi, prochainement, dans la lignée de Corto Maltese, cap sur la Chine. Ouais, 1er juin, j'ai une étudiante de l'EDEC chinoise qui va traduire tous mes contenus et les mettre sur les réseaux sociaux chinois. Extraordinaire. Donc je l'attente. Ah oui, donc c'est Soit ça se passe mal pour moi, prochain. On me dit tu enlèves tes contenus, c'est quoi cet agent de l'Occident qui influence la Chine, ou au contraire, ça provoque quelque chose, ça marche. Énorme. Et je peux aller un petit peu... Parce que l'Europe a beaucoup de choses à transmettre à la Chine, aussi. Génial. Et en même temps, on a beaucoup de choses à apprendre de leur cosmologie. Quand on regarde cette sensibilité qu'il y a au territoire, c'est fascinant. Xi Jinping parle, et ça les gens ne le disent pas beaucoup, son slogan politique, c'est la théorie des 2 montagnes. C'est mieux vaut une montagne verte qu'une montagne d'or. Donc ils ont un discours qui est officiellement très très écologique à l'intérieur, et donc les populations chinoises voient leur leader comme étant quelqu'un qui veut avoir une civilisation. Ils parlent de civilisation écologique, mais c'est en schizophrénie parce que dans la réalité c'est plutôt qu'ils sont en train de faire des montagnes d'or là. Donc le fait qu'ils le rappellent, c'est justement parce qu'il y a un besoin de le rappeler. Mais espérons qu'il y ait une nouvelle bascule prochainement alors. Voilà, en tout cas la seule chose qu'on peut faire c'est contribuer, et c'est valable pour tous les aspects du sujet là dont on parle. Écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et merci beaucoup Maxime. Merci. C'est tellement passionnant que j'ai du mal à arrêter cet échange, mais c'était vraiment passionnant. Merci pour tout. Merci pour ton temps. Merci. Si vous voulez un peu... je ne sais pas quand le podcast sera diffusé, mais... Le mois prochain. Ouais. Le mois prochain. Si vous voulez un peu voir tout ce que je raconte de façon synthétique, il y a ce bouquin que je suis en train de... Géoconscience. Géoconscience, en fait, ce sera le premier de 3 livres. Premier sur la perception de l'espace, donc géoconscience. Le deuxième sur le regard que l'on porte sur le vivant, bioconscience. Et le troisième sur notre perception des systèmes techniques qui nous entourent. Perception du numérique, notre regard sur le numérique, techno-conscience. Donc en gros, les 3 livres, géo, bio, techno, arrivent sur les 3 prochaines années, mais là, le premier, géoconscience, donc sur KissKissBankBank, qui est une campagne avec pas mal de soutien, donc allez regarder si ça vous intéresse. Et à partir de quand on devrait pouvoir le lire, ce premier livre ? La date est indicative et prévue pour le 17 octobre dans les librairies. Alors, il y a plein d'étapes avant que ce soit confirmé, mais là, dès maintenant, jusqu'à début juin, il y a la campagne, donc on va dévoiler l'intérieur du livre, les chapitres, la couverture, dans le mois qui arrive là. Excellent. Écoute, bon courage pour ce parcours semé d'embûches et pour ces belles aventures. J'ai hâte de voir l'évolution. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup pour cette invitation. À très bientôt. À bientôt. Merci, ciao.